Donc aujourd'hui, il sera question du livre Affaires non classées, au pluriel, des auteurs John Douglas et Mark Olshaker. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Douglas et Olshaker sont déjà les auteurs du livre qui est paru au milieu des années 90 environ. Mindhunter, en français, il a été publié sur un autre site. On y reviendra peut-être dans une autre balado. Euh, mais John Douglas, c'est surtout Douglas là, qui raconte sa vie dans ça. Shaker est assez, on le devine, plus auteur, et c'est lui peut-être qui a mis le texte, qui a peaufiné le texte. Mais c'est Douglas surtout qui est en vedette dans ça parce que c'est l'ancien agent du FBI qui a pratiquement inventé le terme de tueur en série, qui a développé considérablement la section comportementale au FBI, donc l'étude sur les tueurs en série et les crimes violents en particulier, mais beaucoup sur les crimes sériels. C'est lui qui a développé ça, qui a fait connaître ça, et évidemment, on a compris que, bon, ça c'est le côté véridique de la chose. Il y a eu beaucoup de séries, de films qui se sont inspirés par la suite des tueurs en série, tout ça, et bon, en s'éloignant de la vérité, des vraies enquêtes, des vraies techniques d'enquête, avec toutes sortes d'absurdités, évidemment. Donc, vous aurez probablement même vu vous-même des séries comme Dexter et, bon, des films comme Le Silence des agneaux, avec les suites qui, euh, qui ont suivi. Même pour faire un clin d'œil au Silence des agneaux, j'étais, j'étais un des rares, je pense, à l'époque, à savoir qu'il y avait eu un film avant Le Silence des agneaux qui parlait du docteur Lecter, et le film s'appelait justement Mindhunter. En français, je crois qu'il avait été traduit sous le titre Le Sixième Sens, quelque chose comme ça. Donc, on s'inspirait déjà des techniques là, peaufinées par John Douglas et ses collègues au FBI avant même que Douglas sorte Mindhunter. Mais on va revenir au livre Affaires non classées, qui a été publié en 2000. En français, c'est pas tous les livres de Douglas qui se retrouvent en français, mais celui-là, si. Ce qui est intéressant, c'est qu'il revient sur des affaires très célèbres, dont Jack l'Éventreur, qui a fait le tour de la planète, et qui suscite encore de l'intérêt parce qu'on sort encore des livres sur lui, qui prétendent avoir résolu chaque auteur a son suspect pratiquement. Mais Douglas nous met en garde justement que ces affaires-là, lui, il n'a pas beaucoup d'espoir là, pour les résoudre, mais il s'y est attardé justement pour nous parler de ses techniques d'enquête et comment il aurait procédé, par exemple, à l'époque, si ces techniques d'enquête étaient connues, avaient été existaient finalement. Ça permet d'écarter certaines théories loufoques, même pratiquement des théories du complot. Donc, il y a des théories, par exemple, Jack l'Éventreur, il y a eu des théories comme quoi qu'il y avait un membre de la royauté britannique là, qui aurait pu être Jack l'Éventreur. Donc, lui, il écarte ces possibilités-là. Il fait même un profil, un peu, il dresse un profil du tueur et tout ça. Donc, pour ce qui est de Jack l'Éventreur, il revient sur les détails des crimes. Il accorde aussi vraiment, il nous fait comprendre l'importance des détails solides, parce que des fois, dans ces dossiers-là, on a entendu toutes sortes de choses, toutes sortes de rumeurs. Donc, il faut vraiment se fier aux faits dont on est certain. Quand on n'est pas certain, il faut même les écarter. Il y a des théories qui se basent sur des éléments un peu douteux. Donc voilà, c'est d'apprendre finalement la qualité des sources aussi, les éléments les plus importants. Donc, lui, ça nous fait comprendre même, là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais je me souviens qu'il a parlé à un moment donné dans un dossier qu'il y a certains éléments qui sont toujours difficiles à placer dans le casse-tête. Puis il y a toujours dans chaque dossier, même les dossiers les mieux résolus, dans le fond, qui ont été réglés, il y a toujours des éléments qui restent sans réponse et tout ça. Donc c'est tout à fait normal que les morceaux ne collent pas tous. C'est un peu comme un puzzle ou un casse-tête. Je veux dire, si on a un casse-tête de 1000 morceaux, qui en manque seulement 2 sur 1000, on a quand même le tableau, on a le portrait du dessin ou de la photo
que le casse-tête représente. Douglas nous parle aussi de l'affaire du bébé de Lindbergh, qui est arrivée au début des années 30. Je ne veux pas juste m'attarder aux conclusions, mais selon lui, avec tout le battage médiatique et tout ça, selon lui, parce que dans ce dossier-là, il y a eu Richard Bruno Hauptmann qui a été condamné et pendu pour le kidnapping et finalement le meurtre du bébé de Charles Lindbergh. Lui, il est d'avis que Hauptmann était pas seul dans ça, donc il y avait probablement d'autres hommes d'impliqués parce qu'il y a des incohérences et tout ça, seulement d'ailleurs dans la façon que le bébé a été enlevé. Il déplore aussi, évidemment, alors c'est sûr que là, on est dans les années 30, mais il déplore aussi le fait là, que Charles Lindbergh a pris beaucoup de place dans l'enquête alors qu'il n'avait aucune expérience d'enquête. Donc, les policiers de l'époque lui ont laissé parce que c'était M. Lindbergh qui était très, mais très connu à l'époque à l'échelle mondiale. Donc, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. C'est-à-dire que la police devrait prendre le contrôle de l'enquête dès le départ et ne pas la laisser à des parents éplorés, bon, et tout ça. Ça laisse souvent à désirer, puis ça empêche la récolte de preuves ou ça contamine, par exemple, les scènes de crime et tout ça. Il revient aussi, Douglas, sur le fameux, moi c'est un des tueurs qui me passionne encore beaucoup, principalement avec le film de David Fincher qui date, je pense, d'une quinzaine d'années. C'est le tueur du Zodiac. Douglas le décrit d'ailleurs comme un tueur à part qui changeait de mode opératoire à chacun de ses crimes. Donc, c'est pour ça qu'il était très, très, très difficile à déceler. C'était quelqu'un, il le décrit comme quelqu'un de très intelligent, mais par contre qui agissait comme ça pour compenser probablement un grand manque d'attention dans sa vie à lui. On se rappellera, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, mais même si ça date d'un certain temps, moi je vous le conseille fortement. C'était même très bien tourné. Là, le visuel de ce film-là était très, 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 très bon. Euh, donc le Zodiac, c'est un cas vraiment à part qui écrivait des lettres au journal de San Francisco pour narguer la police et tout ça. Donc il voulait absolument faire parler de lui. Donc c'est pas un tueur discret. Là. Il cherchait à avoir beaucoup d'attention. Là. Ce qu'il n'avait probablement pas dans sa vie à lui, c'est ce que Douglas nous dit. Mais bon, vu qu'il n'a jamais été identifié, il parle d'un suspect par contre là, que Robert Graysmith a souligné dans son propre livre. Là. Mais Douglas ne le nomme pas, mais on sait de qui il parle. Donc d'ailleurs, dans le film, on l'identifie assez clairement, mais on n'a jamais pu prouver hors de tout doute là, que c'était lui. Douglas revient aussi sur l'affaire du Dahlia noir. Le Dahlia noir aux États-Unis, c'est une affaire comment je dirais ça, qui a pris, je pense, à mon avis, beaucoup d'ampleur pour rien. Ben pour rien. C'est sûr que pour la victime, c'est quand même bien d'en faire parler, mais on en a fait beaucoup de cas. C'était une jeune femme là, qui voulait devenir actrice à Hollywood, puis elle a été retrouvée assassinée. Son corps a été sectionné en deux. Donc voilà, ça aussi, ça n'a jamais été résolu. Il revient aussi, Douglas, sur le drame, pas le drame, mais la série de meurtres de l'étrangleur de Boston dans les années 60. On a arrêté un homme, là. Il y en a qui vont sûrement se souvenir du nom de DeSalvo. DeSalvo a même avoué les crimes de l'étrangleur de Boston, mais pour des raisons qu'il dit dans son livre, et je vous conseille vraiment de le lire si vous aimez ça, mais vraiment les techniques et plus, comment je dirais ça, voir le crime, mais d'une manière plus professionnelle. Je vous conseille de lire, de lire le livre, évidemment, mais ce chapitre-là, si les meurtres de l'étrangleur de Boston vous attirent, vous voulez en savoir plus, parce qu'il explique pourquoi, lui, que DeSalvo, il ne croit pas en ses aveux.
parce que la personnalité de DiSalvo ne correspondait vraiment pas avec celle de l'étrangleur de Boston. Donc, pour Douglas, l'étrangleur de Boston n'a jamais été arrêté. Le dernier chapitre du livre, il le consacre à l'affaire John Bennett Ramsey, qui est survenue en 96, donc c'est le crime le plus récent, mais c'est aussi le crime le seul qu'il aborde dans son livre, sur lequel il a lui-même travaillé. C'est-à-dire travaillé pas en tant qu'enquêteur, il était retraité à cette époque-là, mais comme consultant, parce que les avocats de la famille Ramsey, qui ont été rapidement ciblés dans ça, ont fait appel à lui. Donc, pour une histoire courte, c'est John Bennett Ramsey, c'était une fillette de 6 ans qui participait à des concours de beauté. Et dans sa résidence du Colorado, elle a été retrouvée le lendemain, dans la nuit qui a suivi la fête de Noël. Elle a été retrouvée étranglée, mais aussi avec un violent coup à la tête. Donc, il y avait comme deux façons de l'avoir tué en une. Les parents ont été visés. Il y avait même une demande de rançon qui a été retrouvée sur le plan de travail de la cuisine des Ramsey. Euh, L'opinion publique, ça aussi, évidemment, ce dossier-là, c'est une leçon pour l'opinion publique qui, malheureusement, ne tire pas beaucoup de leçons de ces choses-là, mais bon, c'est quand même une leçon pour que l'opinion publique se calme un peu, comme on dit. Parce qu'on a rapidement accusé la famille Ramsey à tort et tout ça. Bon, en tout cas, Douglas est un de ceux qui est d'avis que la famille Ramsey n'est pas impliquée et qu'il s'agissait d'un tueur extérieur, mais il ne va pas plus loin parce qu'il avoue aussi du même coup qu'il n'a pas eu accès à tous les détails, mais il y a un autre enquêteur aussi indépendant qui arrive aux mêmes conclusions que lui et tout ça. Mais parce qu'il nous explique, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous explique le comment, le pourquoi et tout ça de ses conclusions, donc comment il arrive à ses conclusions. Et on ne peut que, évidemment, même en se questionnant, on ne peut qu'être d'accord avec lui et d'arriver à ces mêmes conclusions, comme on dit. Donc, dans ce cas-là, malheureusement, les parents ont subi d'énormes pressions et d'énormes, toutes sortes d'inconvénients à cause de la pression de l'opinion publique. Puis c'est ça qui est regrettable dans ça. Euh, on va y revenir sur d'autres causes aussi, même plus proches de nous au Québec. Mais l'opinion publique devrait être beaucoup plus prudente parce qu'elle juge souvent très rapidement sans même savoir tous les éléments d'un dossier. On juge en voyant un article de journal ou un 30 secondes de vidéo aux nouvelles le soir. Puis ça, on juge tout de suite de qui est coupable et tout ça. Donc, prudence, parce que comment je dirais ça, on entend souvent le public là, critiquer le système judiciaire comme quoi il y a des injustices et tout ça, alors que je pense souvent que c'est le public qui crée ces injustices-là, parce qu'on vise... c'est des préjugés, dans le fond. Là. Je veux dire, on a eu des préjugés racistes qu'on a combattus pendant des années et qu'on combat encore. Mais il y a aussi des préjugés judiciaires, que j'appellerais ça comme ça, parce qu'on accuse à tort, et donc c'est pas bon pour personne, ça. Alors voilà, ça fait le tour, et puis moi je vous le conseille, Affaires non résolues de John Douglas, c'est très intéressant, on apprend avec lui ses techniques, il y a des choses de base qui nous rappellent, et ça nous rend plus prudents, je pense, même comme lecteur, parce qu'on va se laisser peut-être moins avoir euh, par comment je dirais, des auteurs ou des créateurs de documents qui sont peut-être un peu, qui ne devraient tout simplement pas d'ailleurs s'attaquer à des sujets comme les affaires non résolues, devraient faire des documentaires sur l'agriculture ou autre chose. Mais voilà, c'est très intéressant. Tous les ouvrages d'ailleurs de Douglas et de Holshaker sont fascinants. Donc, même si il nous dit clairement qu'il ne résout aucun de ses crimes dans le livre, parfois on arrive quand même à dresser un portrait du meurtrier, euh, un portrait, je veux dire, psychologique du meurtrier, qui est quand même très intéressant. Et ça nous fait avancer sur la criminologie, je pense, sur nos connaissances et tout cela. Donc, fascinant, je vous le recommande, même si c'est un livre qui date de 20 ans. Si vous ne l'avez pas lu,
ben allez-y. Si vous aimez les affaires judiciaires, là, allez-y, vous ne le regretterez pas.